Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Toute la semaine, on vous a fait voyager en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui vient à nous, ou presque. Uranie et Yannick viennent de rentrer d'une semaine intense de tournage en Côte d'Ivoire. Alors évidemment, on a envie d'en savoir plus. Et en premier lieu, il faudrait que vous expliquiez aux téléspectateurs pourquoi, comment vous vous êtes retrouvés en Côte d'Ivoire, dans quelles circonstances s'est effectué ce voyage. Alors ça fait 2 ans à peu près qu'on travaille avec le 16 de Beach, donc on fait des reportages avec eux. Et beaucoup de ces reportages ont très bien marché sur Facebook. Donc le sujet tireur d'élite par exemple, le sujet VBCI, le sujet avec le drone Black Hornet. Et on a d'excellentes relations avec la lieutenant qui s'occupe de la communication, des relations presse-médias là-bas. Et la proposition vient d'elle en fait. C'est elle qui nous a proposé de les accompagner à Abidjan. Donc c'est quelque chose que nous, on n'aurait jamais osé de demander, en fait, ça ne serait pas venu à l'esprit. Mais du moment qu'elle a mis ça sur la table, tous les deux, on lui a dit, feu, go, on y va. Mais évidemment, ça ne se refuse pas, une invitation pareille. Ceci dit, quand on travaille en télévision locale, on n'est pas reporter de guerre, on n'a pas l'habitude d'aller sur ce genre de terrain. Comment est-ce que vous êtes préparé pour ce voyage? Est-ce qu'il y avait des consignes particulières de sécurité, par exemple? Oui, il y en avait quelques-unes. Après, il faut bien rappeler que la Côte d'Ivoire, c'est pas une zone en guerre à proprement parler. On s'est quand même renseigné un petit peu. De base, quand on est reporter de guerre, on a des formations à faire pour apprendre en cas de gros problèmes, comment réagir, etc. Nous, ça n'a pas été notre cas. C'était pas une obligation vu là où on partait. En revanche, on a quand même trouvé un guide pour les journalistes pour se préparer au cas où. Donc, c'était autant sur les comportements à avoir ou ne pas avoir, autant sur quels vêtements porter ou pas, ne serait-ce déjà pour son confort personnel. Et ensuite, il y a eu tout l'aspect sanitaire qui a été hyper important, notamment 3 vaccins. On a dû faire 3 vaccins contre l'hépatite, la typhoïde et la fièvre jaune qui est obligatoire pour rentrer dans le pays en fait. Et on avait un traitement à prendre en fait contre le paludisme tout le long qu'on était là-bas et qu'on a continué encore cette semaine. Ok. Alors du coup, vous avez sauté sur la proposition, vous vous êtes préparé, vous êtes arrivé là-bas. À l'atterrissage, qu'est-ce qui vous a marqué en premier, la chaleur? Oui. C'est la chaleur, ouais. Clairement, c'est la chaleur. C'est la chaleur, ouais. Tout le monde nous en avait un peu parlé, nous avait dit il fait très chaud, il fait très humide, mais il faut le vivre pour comprendre à quel point il fait chaud et à quel point il fait humide. Déjà, en fait, on est tout le temps mouillé. Les vêtements sont tout le temps mouillés, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est assez désagréable à vivre. Voilà, c'est particulier. Et le soleil tape très fort, donc crème solaire indice 50 obligatoire, et même avec ça, on sent le soleil qui chauffe la peau. En fait. C'est vrai que vous n'avez pas beaucoup bronzé. On était bien protégés. Ouais, moi j'ai un peu brûlé quand même à certains moments malgré la crème. Petite précision quand même sur l'autre question. Sur tout ce qui était consigne sanitaire, il y a aussi tout ce qui est aspect à l'eau. C'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué là. Mais il ne faut pas boire au robinet, par exemple, pas de glaçons, toujours consommer dans une bouteille fermée, en tout cas qu'on a ouverte nous-mêmes. Donc c'est des choses qu'on n'a pas du tout en France en fait. Donc on a dû vraiment s'acclimater là-dessus aussi. Oui, s'adapter. Alors vous n'y êtes pas allé que pour le plaisir, même si j'espère que vous avez pu en profiter un peu. Vous y êtes allé avant tout pour travailler et pour filmer le quotidien des militaires. Vous y êtes allé pour faire un focus sur le 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach, mais en fait, ils sont loin d'être les seuls dans le camp dans lequel vous étiez. Oui, alors il y a 2 unités du 16 et il y a après d'autres unités qui viennent un peu partout de France et qui viennent chacune avec leur spécialité. Donc on a pu les rencontrer aussi. C'est vrai qu'on a été moins avec eux sur le terrain, mais ils nous ont aussi ouvert leurs portes, si je peux dire ça comme ça. Ils ont répondu à nos questions, à notre curiosité aussi. Là, on voit quelques images concernant la maintenance. C'est une autre unité avec quelques personnes du 16 qui sont là aussi. C'est des choses qu'on pourra voir dans d'autres reportages. Alors, dans vos reportages, on a surtout vu les militaires dans le cadre de leur mission, de leur entraînement. Mais en dehors de leur travail, quelle vie ont-ils là-bas? Quelle est l'ambiance, par exemple, dans le camp? En journée, ils ont une vie qui est très difficile, des entraînements très intenses et un travail qui est très dur en lui-même, comme tu l'as dit. Ensuite, en dehors de ça, en dehors des heures de travail, c'est détente, c'est des gens qui sont conviviaux, qui sont sympathiques, souriants. En fait, on ne les a jamais vus se plaindre. Oui, c'est clair. Jamais, pas une seule fois. Et au niveau du camp, en fait, la vie quotidienne est agencée exactement comme en France. Il y a une supérette. Il y a une pizzeria, il y a un bar, il y a une laverie, il y a un réparateur de vélo, un coiffeur même. Il y a tout ce qu'il faut pour que les militaires n'aient pas besoin à sortir du camp et puissent avoir une vie quotidienne normale.
Mais ils ont quand même des quartiers libres, notamment les week-ends, quand ils ne sont pas de garde par exemple, où là, ça fait un peu bizarre d'ailleurs de les voir en civil et pas en treillis à certains moments, mais ils peuvent aller à l'extérieur, toujours au moins à deux, pour aller, je sais pas, au restaurant, se faire un cinéma. Ils font beaucoup aussi de sorties cohésion pour renforcer leurs liens, alors au sein de leurs unités où ils se connaissent déjà, mais aussi entre plusieurs unités, parce qu'il y a des amitiés qui se forgent avec le temps. Alors vous n'y étiez que pour une semaine, eux ils vont pour des périodes beaucoup plus longues. En moyenne, il reste combien de temps et comment ils arrivent à maintenir le lien avec les familles? Vous avez été témoin de ça? Ou alors oui et non, dans le sens où ils parlent de leur famille, mais c'était pas le sujet principal de notre venue. On va dire que d'après quelques anecdotes qu'on a eues autour de la table, certains préfèrent parfois même couper un peu le contact. C'est trop dur d'avoir la famille tous les jours au téléphone parce que il y a le manque qui se fait sentir des deux côtés, ça c'est normal. Et ensuite, je ne sais plus c'était quoi la première partie de ta question. Ils partent pour plusieurs mois, c'est ça? Oui, généralement c'est 4 mois. Ils partent pour 4 mois, mais sur place, il faut te dire qu'ils ont du réseau, il y a accès au Wi-Fi et tout ça, donc la communication est possible sans problème. Ils ne sont pas coupés du monde et de leur famille. Pas du tout. Alors eux sont habitués à tout ça, ils sont habitués à partir ce qu'on appelle en OPEX, en opération extérieure. Vous, pas du tout. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, Yannick? Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Le plus difficile, en fait, si tu veux, c'était de suivre le rythme militaire des gens lui-même. Donc on s'est levé très tôt plusieurs fois. On a dû dormir une fois dans un lit de camp quand on était à l'Aumône, donc qui est un camp d'entraînement à 100 km d'Abidjan et tout ça. Donc déjà là-dedans, on a bien goûté à la vie militaire en fait. Mais quelque chose de difficile auquel on ne pense pas, c'est tout le jargon qu'ils ont, la manière qu'ils ont de parler en fait, qui est beaucoup en acronyme. Ils ont leur terme à eux. Et si tu n'es pas du monde militaire, en général, une phrase, tu peux même pas du tout la comprendre en fait, tellement il y a des mots spécifiques. Pour te donner une anecdote un peu marrante, un soir avec Uranie, on ne savait pas où aller manger. Donc on a demandé à la lieutenant qui nous a accompagnés, qui nous a répondu allez manger à l'ordinaire. Moi, à l'ordinaire, voilà. Moi et Uranie, on a tous les deux répondu oui, ok, pensant que l'autre savait ce que c'était l'ordinaire. On voulait pas paraître bête, entre guillemets, pas poser de questions. Une fois rentrés chacun dans nos chambres, on a réalisé qu'aucun de nous deux ne savait ce que c'était l'ordinaire. Donc on a dû reposer la question en fait, et l'ordinaire, c'est la cantine. C'est la popote, on parle de la popote. Ok, et pour toi Uranie, qu'est-ce qui était le plus difficile? Je pars aussi sur les acronymes, parce qu'il peut y en avoir 5 dans une même phrase. Donc je pense qu'on a demandé plusieurs fois à quoi ça correspondait. Je resterai sur la chaleur. Je m'attendais à ce que ça soit vraiment très chaud, mais sinon, en soi, j'ai trouvé qu'on a été très bien accueillis aussi. On n'a pas été lâchés dans la nature, si je peux dire ça comme ça. Tous les jours, ils prenaient de nos nouvelles. Ils nous disaient faites attention, n'oubliez pas votre traitement contre le paludisme. On avait l'impression d'être dans une famille. Au final, comme on l'a dit tout à l'heure, l'univers peut paraître un peu lointain pour les civils, mais nous, on s'est sentis hyper intégrés en fait dans la famille militaire, quoi. Et alors intégrés aussi dans leurs entraînements à pouvoir filmer tout ce qui se passait. Du coup, ça a été aussi l'occasion quelque part d'embarquer dans différents types d'engins. Est-ce qu'il y a beaucoup de blindés en Côte d'Ivoire dans ce camp? Ils ont plein de véhicules. Il y a des véhicules tout le temps partout en fait. Quand t'es un peu gamin, fanat de l'armée comme moi, c'est génial. Tu es au parc d'attractions parce que il y a tout le temps des véhicules partout qui sont en train de rouler, des hélicos qui passaient près de nos chambres d'hôtel et tout ça. Donc tu en as énormément. Alors, ceci dit, Yannick, juste avant qu'on commence cette interview, tu m'as dit que toi, tu avais une anecdote pas possible à raconter à propos justement d'un voyage épique dans un engin blindé. Qu'est-ce qui s'est passé? On était donc à l'Aumône, qui est un camp d'entraînement militaire à 100 km d'Abidjan, donc pour suivre une section de militaires qui devait faire un entraînement dans un VAB. Le VAB, il est juste là. C'est un véhicule de l'avant blindé, en fait. Et donc, on devait les suivre pendant un entraînement qui consistait, donc contre la montre, le plus vite possible, à trouver des balises sur le terrain, donc qui est immense, c'est la brousse africaine. Donc, trouver des balises à l'œil nu pendant que le véhicule roulait, aller récupérer ce qu'il y a dans la balise le plus vite possible, revenir dans le véhicule et repartir à fond, en fait, vers la prochaine balise. Exactement. Ouais. Donc, je te laisse déjà imaginer les routes dans ce véhicule qui sont en terre battue, en fait, et à l'intérieur, tu es plus dans Space Mountain qu'autre chose. Mais ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'à un moment donné, le véhicule allait être bloqué par la végétation. Donc impossible de progresser, le véhicule est bloqué. Les militaires décident de sortir du véhicule et de continuer à pied, pendant que le véhicule part au loin, je ne sais où, pour trouver un meilleur passage.
Donc si tu veux les images, tu descends et tu cours. Exactement. Naïvement, je me suis dit, tiens, je vais aller avec eux, pensant que ça allait être vite fait, bien fait et tout ça. Pas du tout, puisque en accompagnant les militaires, il a fallu traverser un fossé plein de boue d'abord, traverser la végétation, on a traversé un troupeau de zébus, les vaches africaines, on a traversé à travers un troupeau de zébus, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, pour trouver la balise. Donc déjà là, je te laisse imaginer que niveau physique, j'étais bien KO comme il faut. Cuit. Cuit, avec la chaleur et tout ça. Et les militaires ont décidé d'aller chercher la dernière balise en courant, en fait. Donc il a fallu que je les accompagne, caméra à la main, en essayant de tenir le rythme. Je pense qu'ils ont ralenti. Tu n'as pas leur entraînement. Voilà, je n'ai pas l'entraînement et tout ça, donc je pense qu'ils ont ralenti pour y aller mollo par rapport à moi, jusqu'à ce qu'on arrive à la toute dernière balise et que le véhicule nous rejoigne. Mais pour moi, enfin, c'était mon moment tout seul avec les militaires dans la brousse et ça va rester gravé. Et toi, pendant ce temps-là, Uranie, t'étais où? Toi, t'as eu la bonne idée de ne pas descendre courir après les militaires? En soi, j'avais pas trop d'utilité ce moment, vu que moi, sur le voyage, j'étais plus en termes rédactionnels. Donc je me suis dit, je vais rester à l'intérieur, m'imprégner du lieu. Très bonne idée, je pense que les gars m'ont oublié. Ils ont dû se dire que j'étais descendue. Ils y sont allés à toute blinde. Ce qui fait que j'ai dû alterner entre les sacs, parce qu'ils étaient venus avec leur paquetage, qui tombaient un peu partout, donc j'essayais de savoir où me placer. Et les fourmis rouges aussi, parce que vu qu'ils ont choisi un autre chemin, ils tapaient parfois dans la végétation. Il y a les trappes des guetteurs qui étaient encore ouvertes, et donc tout qui tombait à l'intérieur. Donc c'était moins épique que pour Yannick, mais c'était assez particulier. Une fois qu'on était aussi assis là-dedans, il y a eu, je pense que ça a été le voyage le plus silencieux qu'on ait eu. On a eu quelques échanges de regards, mais on a vraiment profité à fond. Moi, je me suis sentie envahie d'un sentiment particulier. Je me suis sentie assise à l'endroit où ceux qui vont à la guerre, entre guillemets, sont là aussi. Je me suis imaginé ce qu'ils peuvent se dire, ce qu'ils peuvent penser, est-ce qu'ils sont silencieux eux aussi pendant le trajet, etc. Donc à la fois on se sent invincible quand on est à l'intérieur, mais aussi c'était l'occasion de leur rendre un peu hommage. Et puis de vivre ça, d'essayer justement, comme tu disais, d'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir. Alors ça, c'était pour les véhicules sur la terre ferme, mais on l'a vu dans vos reportages au fil de la semaine, il y a aussi des embarcations sur la lagune. Est-ce qu'il y a beaucoup d'exercices sur l'eau ? Oui, je pense. C'est le principe aussi. En fait, il y a un centre commando, si tu veux, qui est pas loin du camp d'Abidjan, qui est destiné vraiment à l'entraînement en milieu aquatique et tropicaux. Donc c'est part entière des entraînements qu'ils font là-bas. Alors, question naïve, mais on dit il fait super chaud, vous vous retrouvez sur des embarcations, tout ça. Du coup, c'est l'occasion de se rafraîchir, de faire une petite baignade ou pas du tout? Non, on va te décevoir. Bon, déjà, on n'avait pas nos maillots. Eux, ils ont des piscines à l'intérieur, enfin une piscine à l'intérieur du camp où l'eau est de meilleure qualité, mais elle est à 32 degrés, donc autant dire qu'on transpire en nageant. Mais hormis ça, la lagune, c'est impossible. La qualité de l'eau est médiocre. Je crois que d'après ce qu'ils nous avaient dit, c'est vers 2008 qu'ils ont commencé à faire des analyses. Et pour l'anecdote, ils ont remarqué qu'il y avait 1400 fois le taux autorisé de matière fécale dedans. Voilà, donc autant dire qu'il ne faut pas tomber. Voilà, on évite, histoire de ne pas tomber malade. Clairement. Alors, vous avez été énormément avec les militaires. On a pu voir plein d'images. Mais vous étiez avec les militaires en Côte d'Ivoire. Est-ce que dans tout ça, vous avez pu voir un petit peu la Côte d'Ivoire, avoir des contacts avec des Ivoiriens ? Ça a été plus succinct, on va dire. C'est vrai qu'on n'était pas parti de ce principe-là, sachant qu'on allait être beaucoup dans la base, qui est très grande, avec de nombreuses possibilités pour filmer ce qu'on avait à filmer. On a eu des moments où on était sur la route, on a pu observer un petit peu ce qu'il y avait à droite à gauche. Vers la fin, on a pu aussi aller dans un petit marché artisanal qui est à côté du camp, où là, on s'est bien rendu compte que c'est des gens très accueillants, très sympathiques, qui tutoient très facilement. Après, il faut savoir négocier là-bas. C'est ce qu'on nous a appris, parce que ne pas négocier, c'est très mal vu chez eux. Ils considèrent en fait qu'on ne donne pas de valeur à ce qu'ils produisent, etc. En tout cas, c'est des gens qui sont quand même passionnés. Il y avait beaucoup d'artisans, ils font des choses avec leurs mains, quoi. Donc ils avaient envie de discuter aussi, et voilà. Donc c'est quelques moments qu'on a eus, mais c'est vrai qu'on n'était pas là en mode touriste, aller se balader, aller voir un tel et un tel. On voit les images des écoliers qui ont été aussi très sympathiques. On a fait des petites photos avec eux, ils ont posé quelques questions, etc. Mais tout au long du voyage, on était surtout encadrés, on était dans un cadre militaire et on avait un planning qui était très chargé, donc pas le temps pour le tourisme. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi, Yannick ? Moi, ce qui m'a le plus marqué vraiment dans tout le voyage qu'on a fait, c'est l'accueil qu'on a reçu par tous les militaires du camp, en fait.
Ils ont tous été géniaux, souriants avec nous, contents de nous voir, ils discutent avec nous. On était accompagnés tout le long par 2 lieutenants qui étaient juste adorables. Donc voilà, moi je veux leur dire coucou à tous et merci beaucoup. Et toi, Uranie ? De mon côté, il y a plusieurs choses. Forcément, je suis d'accord avec Yannick. Ça a été un grand bonheur d'être accueilli là-haut. Ce qui m'a marqué, ce sont les entraînements. Franchement, c'est des warriors. Je pense qu'autour de cette table, on aurait vite jeté l'éponge. Parfois, ça se demandait s'ils ne sont pas un peu fous. Voilà. Mais vraiment, moi, ça m'a vraiment ouvert aussi les yeux sur leur métier, sur ce qu'ils donnent en fait, à la France aussi et aux citoyens. On se sent en sécurité quand on les voit comme ça en haute intensité. On se dit heureusement qu'ils sont là pour nous protéger aussi en cas de coup dur. Et après, c'est aussi un regard, on va dire, que j'ai eu un peu différent. On arrive en tant que Français, en tant qu'Européens occidentaux, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Quand on arrive la première fois en Côte d'Ivoire, on se dit mon Dieu, mais ça part dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis au final, on se rend compte que on a quand même de la chance, nous, de ne pas se poser de questions quand on ouvre notre robinet, de ne pas se poser de questions quand on jette un déchet, de ne pas se poser de questions sur des maladies diverses, etc. Donc en revenant ici, ça met un peu aussi les choses en perspective. Ouais, un regard neuf sur le monde, quelque part. Alors, vous avez un dernier reportage à nous proposer pour clôturer cette semaine, toute cette série qu'on a diffusée par rapport à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'on va voir dans ce dernier sujet ? C'est un long format, donc déjà beaucoup plus long que tout ce qui a été diffusé cette semaine, dans lequel on a pris le temps. On a vraiment pris le temps de montrer, de rassembler tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a vécu. Il y a plus de détails, on a laissé vivre des moments, et puis voilà, on espère que ça va plaire à tout le monde. Et en plus, ça permettra de découvrir le 16 en dehors de la maison, si je peux dire ça comme ça, et de tous ceux qui la composent, parce que sans eux, il n'y aurait pas le 16. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage et puis pour vos reportages. Et on regarde justement ce dernier sujet réalisé en Côte d'Ivoire. La vie est paisible au cœur du camp militaire de Port-Bouët à Abidjan. En plus de la population locale, plus de 900 personnels y travaillent, dont 120 permanents. Le reste des effectifs est en rotation tous les 4 mois. Sur cette base, on retrouve plusieurs unités venues de la France entière, chacune avec sa spécialité, dont le 16 de Beach. Ensemble, ces sections forment le 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine, unité opérationnelle des forces françaises en Côte d'Ivoire, qui existe depuis 1978. La France et la Côte d'Ivoire ont des liens forts depuis de nombreuses années. Cette levée des drapeaux sur la place d'Armes, c'est l'occasion de se rassembler, mais aussi d'évoquer l'actualité. Et ce matin, l'Ukraine et la Russie sont sur toutes les lèvres. En OPEX, la hiérarchie est identique. Et tout s'organise autour de ce bâtiment. On y prend des décisions, on y rédige des ordres, on gère les effectifs, les entraînements, les renseignements ou encore le matériel. Voilà, donc vous êtes dans le centre des opérations du 43e bataillon d'infanterie de marine, donc qui est composé de plusieurs cellules. Voilà, qui ont chacun leur domaine de spécialité. Donc dans chaque cellule, il y a au minimum un personnel. Voilà, et donc l'objectif, en fait, c'est de recevoir les ordres du niveau supérieur, de les traiter et de les décliner ensuite à nos subordonnés, de façon à ce qu'ils puissent accomplir les missions qu'on leur confie. Habituellement chef de corps du 16e bataillon de chasseurs à pied, le colonel Grégoire Hupsch est également à la tête du 43e BIMA pour 4 mois. Sous ses ordres, environ 600 militaires. Et les missions sont claires. Être une force prépositionnée mobilisable rapidement en cas de crise en Afrique de l'Ouest et centrale. Être un soutien logistique pour les forces ivoiriennes qui luttent contre le terrorisme. Mais aussi continuer les entraînements et la progression du bataillon, comme à Beach. Vous attendrez qu'on vous donne les tops à chaque fois pour partir. Parce que vous verrez, il y a des lignes où c'est basé sur les bras, d'autres c'est basé sur l'apnée. Devant nous, un parcours du combattant, sur et sous l'eau, qui représente les difficultés potentiellement rencontrées dans le pays. Mais détrompez-vous,
L'eau est à 32 degrés et on se sent vite transpirer en nageant. Alors derrière nous, c'est le parcours nautique qu'on fait ici en Côte d'Ivoire, ce qui permet de travailler aussi bien l'aisance aquatique que l'apnée et que tout ce qui est puissance au niveau des bras. Alors l'exercice d'aujourd'hui, c'est juste, disons, une sorte de pour garder la forme physique et surtout si jamais un jour on est amené à faire une opération type celle-ci avec des obstacles sous l'eau, on est déjà conditionné pour ça. Le dépassement de soi est de mise et l'effort physique demandé met le corps à rude épreuve. Et c'est un exercice qu'il faudra refaire en treillis. Certains entraînements demandent des muscles, d'autres de la concentration, comme ici pour l'utilisation du mortier. Sur place, des militaires de la 5e compagnie du 16 de Beach, la section d'appui. Il faut à la fois suivre les coordonnées des positions ennemies, calculer la charge de l'obus, tout en étant rapide et efficace collectivement. Sur le terrain, cette section d'appui ne voit jamais l'ennemi. Le mortier est souvent utilisé pour éclairer les zones de conflit. C'était le cas en 2019 au Mali. J'ai eu de la motivation, tout le monde était là. Mais bon, vous avez vu, quand c'est motivé, ça sue, ça transpire. Un peu plus loin, rapidité n'est pas le maître mot. Patience, calcul et précision sont le quotidien des tireurs d'élite. Donc, pour une distance objectif à 400 mètres, on prend ce coup-ci 35 degrés, 80 d'humidité et 1020 hectopascales. Parallaxe 400. L'axe 400. Élévation 400. Élévation 10. Affiché 10. Élévation 10. Affiché 10. Dérive 3. Affiché 3. Dérive 3. Affiché 3. Ok. Donc sur le personnel, 3 portes à droite du PCO. Pointe à viser, plein fer, annonce vert. Pointe à viser, plein fer. Vert. Vert. Donc vous vous rendez compte qu'entre le tireur et les spotters, il y a un dialogue très précis qu'on approche justement pendant les stages pour éviter tout ce qui est éléments parasites, pour tirer un maximum de cartouches avec grande précision dans un minimum de temps. Les entraînements sont identiques à ceux de Beach. Mais même en OPEX, les militaires doivent consolider leurs acquis. Ils sont contrôlés une fois par an sur leurs aptitudes, d'où l'importance de ne pas perdre la main. Mais partir en Côte d'Ivoire, c'est sortir des sentiers battus, et donc se former à de nouvelles situations. Au DIAL, détachement d'intervention et d'aguerrissement lagunaire, les militaires du 16 partent pour 12 jours de formation intensive. Sur le papier, l'exercice est simple. Passer d'une embarcation à l'autre, rapidement et efficacement. Donc on va utiliser en priorité les kayaks pour la discrétion, pour partir d'une plage pour aller en mer. Et ensuite on passe sur une embarcation motorisée pour se déplacer sur un autre point de dépose. Où là après on fait la manip inverse, donc on passe de l'embarcation motorisée à l'embarcation sommaire, kayak, jusqu'à la plage. Mais c'est une grande première pour ces hommes. On vient s'entraîner là-dessus pour pouvoir développer en fait nos savoir-faire et ensuite confirmer les anciens. Et ça, on augmente nos capacités en se mettant dans des situations où justement on n'est pas à l'aise d'habitude. Et donc on vient, en plus de l'aguerrissement, on vient découvrir de nouvelles capacités, donc c'est parfait en fait. Ils doivent intégrer la manœuvre sous une chaleur écrasante, les remous de la lagune et la fatigue. La phase compliquée, on va dire, vous l'avez vu, c'est la partie un peu d'équilibre. La partie d'équilibre entre le passage du kayak quand on est debout sur le kayak pour basculer en pinasse. Et je pense que lorsqu'on la fera en phase de nuit, ça va être le deuxième gros point clé, ça va être la discrétion. Pour l'entraînement, on est obligé de le faire 2 jours pour la sécu, pour que les mecs ils voient ce qu'ils font et qu'ils comprennent également la manip. Et après on le rejoue de nuit pour mettre une petite pointe de difficulté pour agrémenter la chose.
Le but est de confronter ces hommes à des situations inédites, que ce soit sur l'eau ou sur la terre ferme. Sur le Coani, on vous explique, vous êtes sucrés. Sur une première partie, vous êtes en binôme, donc vous travaillez ensemble. À un moment, vous serez séparés, il faudra vous travailler en individuel. C'est bon pour vous? Qu'est-ce que ça va? Les ennemis sont représentés par des cibles et les bagues. C'est bon? Oui. Ok, allez, debout. Allez, ouvrez les yeux, regardez. Dernier jour de stage, il faut restituer tout ce qui a été appris, malgré l'épuisement physique et mental. Ok, récupérez-vous. Ils doivent puiser dans leurs dernières ressources pour un parcours de haute intensité. C'est l'objectif de cette formation commando. Ça drop. Allez, chute au sol. Ok, debout. Allez, debout. Reprends l'ascendant sur l'ennemi. L'accumulation de la fatigue est énorme et la rusticité prend tout son sens ici. Le militaire est seul, en terrain ennemi. Il doit s'exfiltrer tout en repérant les cibles sur son chemin, combattre au corps à corps, rester à couvert, puis s'équiper pour rejoindre la fosse pour plusieurs minutes de combat face à un camarade. Je pense que là, le plus difficile, c'est quand on se retrouve face à quelqu'un avec lequel on est habitué à se battre, justement, c'est d'arriver à faire un blocage psychologique et de basculer, faire la bascule et de se dire, ok, en face, il n'y a plus de camarades. Et je pense que c'est la phase la plus difficile. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle dans l'armée vulgairement verrouiller le cerveau, c'est tout bloquer et aller jusqu'au bout. On oublie la douleur et en avant pour remplir la mission. Pousser ces hommes dans leur retranchement et utiliser l'agressivité comme une vraie force. Mais l'élément à retenir, c'est la détermination. Apprendre de soi, renforcer la cohésion d'équipe et recevoir les félicitations du chef de corps. Si tout le monde ne repart pas avec ce nouvel insigne, tous ressortent grandis de cette expérience. Nous voici dans le village de l'Homo-Nord, situé à 3 heures de route d'Abidjan. Il est 18h, les entraînements sont terminés et les militaires rentrent au camp lieutenant-colonel Saboré. Lieu partagé sur l'année entre les forces françaises et ivoiriennes. Exactement. À partir du moment où vous tirez un coup de feu, l'ennemi va se dire ok, je les ai trouvés, ils sont ici. Non, il faut attendre d'avoir un groupe, d'avoir une section, d'avoir un gros volume de personnel pour que quand on déclenche les feux, il est neutralisé. D'abord, passage en revue des performances du jour, puis place au point de situation quotidien avec les chefs. Au programme, récap de la journée et objectifs pour le lendemain. Autour de la table, le capitaine Fabien, qui commande 130 hommes dans cette annexe de Port-Bouët. Au sud-ouest, on a vraiment un grand terrain de jeu pour travailler avec les blindés, faire du tir. Voilà, ça change vraiment du paysage de Port-Bouët et de Beach. Ouais. Pour le moment, le calme règne au camp. C'est donc le moment de prendre une pause bien méritée et de passer du temps ensemble. Du rouge. Aïe. Vert. Uno. Mais ici, le confort de vie est quelque peu différent. Donc on vit un peu plus de façon rustique et c'est l'occasion pour les sections de faire ressortir un peu les qualités de chacun. Voilà, celui qui est bon cuisinier, il va mettre la main à la pâte. Celui qui est bricoleur va améliorer la vie des autres. Voilà. Et puis ça permet d'être les uns sur les autres, un peu plus qu'on l'est déjà à Port-Bouët. Faites débarquer, sûreté les gars de chaque côté, caporal la garde est bon, on y va. Ce matin, il faut retrouver des balises le plus rapidement possible dans toute cette végétation africaine. Toujours sous une forte chaleur qui n'arrête pas les militaires, équipés de tout leur attirail. Ce matin, on a fait ce qu'on appelle une CO mécanisée. La plupart des gens dans le civil font ça en CO à pied avec une jolie pancarte en short et en basket. Nous, on fait ça en véhicule.
Le pilote les amène sur position environ 50 à 100 mètres de la balise. Puis, les militaires débarquent. Un exercice qui semble de prime abord ludique, mais qui au fond est bien plus que ça. En réel, elles peuvent donner des objectifs, une zone de repli, une zone de poser l'hélico, une zone on va dire, là où il peut y avoir des ennemis, ou tout simplement une zone de ravitaillement, une zone de civil. Ça peut représenter divers objectifs. Une bonne condition physique est de mise, mais il faut surtout avoir l'œil. C'est le rôle des guetteurs. Mais rien ne serait possible sans le radiotireur qui dirige avec précision, et bien sûr les compétences du pilote. À l'Homo Nord, 2 sections de combat ont travaillé toute la semaine avec ces VAB, véhicules de l'avant blindés. Ces engins, comme de nombreux autres, sont utilisés au quotidien et doivent donc être contrôlés. C'est le rôle du détachement de maintenance des matériels terrestres à Port-Bouët. En plus de 38 civils locaux, 34 militaires de 13 unités différentes y travaillent, dont ceux du 16. C'est le cas de Ludovic, fort de 10 ans de carrière, spécialisé dans la mécanique génie travaux. Tractopelle, pelle, chargeur, pelle à chenille, bulldozer, groupe électrogène. C'est sa première fois en Côte d'Ivoire. Il a donc voulu se diversifier, apprendre autre chose et travailler sur les engins blindés. C'est une opportunité justement pour ne pas rester sur ses acquis et apprendre d'autres choses, quoi. Dans cette partie de l'atelier, on répare les châssis. Plus loin, ce sont les roues et les freins. Au détachement, on effectue des contrôles de routine et on change les pièces défectueuses, car ces véhicules sont utilisés par les unités d'infanterie et l'escadron et servent aussi lors des voies sacrées, c'est-à-dire des convois militaires qui acheminent le matériel nécessaire jusqu'à Gao, au Mali. En dehors du travail, la vie quotidienne s'organise comme en France, avec une supérette, des restaurants, une salle de sport et leur logement, souvent collectif. Plusieurs lieux de vie sont disséminés dans le camp, pour se détendre. Et les militaires ont beaucoup d'imagination. Pour assembler toutes les unités et les grades, ils ont créé un jeu de société et de hasard, le tiercé des éléphants. Le but, deviner les 3 premiers numéros gagnants qui finiront le circuit, semé d'embûches. L'ambiance est conviviale. C'est l'occasion de lâcher prise après une semaine très intense. Et pour nous, d'éteindre notre caméra. Ensuite, viser. La visée, on veut qu'elle soit comment, les gars? Ça veut dire quoi conforme? Être souligné, l'écran ennemi, le sommet et l'objectif. D'accord. Et surtout, au niveau, il y a des termes utilisés. Votre cible, elle doit être floue ou elle doit être nette? Et vos organes de visée, ils doivent être comment? Ils doivent être flous. Moment d'apprentissage sur les procédures avant, pendant et après un tir. Sur ces images, les militaires du 16 et les forces armées ivoiriennes. L'atelier s'inscrit dans le cadre des partenariats militaires opérationnels prévus depuis 2012 entre les 2 pays. Nous avons appris les différentes manipulations, comment démonter et remonter une arme au combat et comment manipuler une arme au pas de tir ou lors des séances de tir et tout ça. Voilà. Et apparemment, je vois qu'on essaie de s'adapter. L'arme la plus utilisée en Côte d'Ivoire est l'AK-47. Mais les militaires ivoiriens ramassent parfois cet armement sur le terrain, ce qui peut être dangereux. Passer par cet échange avec la France leur permet de se moderniser et surtout de devenir à leur tour instructeurs. Le but de notre formation, c'est de réapprendre, de transmettre ce qu'on a appris à nos jeunes qui viennent bientôt, qui sont des recrues, qui vont venir, ils seront à notre disposition et à nous de leur retransmettre ce que nous sommes venus apprendre ici avec les forces françaises, ici en Côte d'Ivoire. De nouvelles têtes recrutées selon les souhaits du président Alassane Ouattara pour renforcer les effectifs qui iront à la frontière au nord du pays. De nombreux autres ateliers sont proposés dans ce programme, comme du sauvetage en combat ou encore de la détection d'engins explosifs, source de pertes d'hommes sur le terrain. Dans ce scénario, le début du convoi a été touché. Après arrêt des véhicules, il faut vérifier les environs en effectuant une rotation. En situation réelle, il faut également en couvrir ses arrières et ne pas trop verbaliser ses actions.
croquis. Là, voilà ce qu'il y avait, ce qui a été découvert par les forces armées ivoiriennes. Ces échanges vont dans les deux sens. Les Ivoiriens apportent leurs propres expertises sur leurs armes et sur les environs qu'ils connaissent parfaitement. Technique française en tête, il leur reste encore une difficulté à surmonter, le manque de matériel. Une problématique également ressentie dans l'éducation. Avec les actions civilo-militaires, l'armée entretient un lien fort avec la population locale. Dans cette école, des fournitures scolaires collectées par l'association Family Beach sont distribuées aux enfants par les militaires du 16. Les Ivoiriens font remonter des demandes auprès des forces françaises. Voilà, nous souhaiterions avoir telle ou telle chose et avec nos moyens, nous voyons ce que nous pouvons faire. Ce sont des matériels qui sont venus à point nommé et nous voulons dire merci à toutes les personnes qui ont passé à nous pour nous donner l'occasion de donner la joie aux enfants dans leur éducation. Pensionnats, centres hospitaliers et orphelinats bénéficient aussi de dons de matériel. Et quoi de mieux que le football pour rapprocher les peuples ? En Côte d'Ivoire aussi, c'est le sport favori. Quelques militaires du 16 et d'autres unités portent le maillot pour la 7e édition de ce tournoi, organisé par l'association Fondation Le Missionnaire. Une rencontre face à des équipes d'entreprises du pays. Et autant dire qu'en tant qu'invité, les chances pour le 43e BIMA de gagner la coupe sont infimes. Ils sont habitués au terrain, nous beaucoup moins. Là, voilà, je pense que c'est notre première difficulté. Le terrain, on n'est pas du tout habitué, le sable, la chaleur aussi. Les trous, les bosses, c'est assez compliqué de jouer sur du sable et sur de la terre battue comme ça, mais bon après on essaye de s'adapter et on fait ce qu'on peut quoi. Peu importe l'issue des matchs, c'est un moment de partage. C'est l'occasion de montrer qu'on est présent, c'est l'occasion de faire tout simplement une harmonie avec le peuple ivoirien. Et pour le 43e BIMA, c'est aussi une sortie cohésion. Toute l'équipe qui est là, je la connais pas, donc ça permet de partager, on s'est entraîné ensemble avant de venir ici, et puis ouais, ça fait des copains en plus quoi, pour plus tard. Quoi. Les grands sur le terrain ne sont pas les seuls à s'amuser. Les enfants dans le public ont droit à quelques cadeaux. Une autre action civilo-militaire, avec à la clé des t-shirts, des sacs et des ballons tout neufs pour les enfants de ce quartier populaire. Voilà, on peut lire ensemble. Un moment fédérateur, sans treillis, même s'il n'est jamais bien loin dans la tête de ces militaires. Quel que soit le pays qui les accueille, quelles que soient les missions, les entraînements et les rencontres humaines, le bataillon gardera toujours la même devise, en avant, ensemble. On change radicalement de climat pour regarder les prévisions de Météo France pour demain en Moselle. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, c'est une nouvelle très belle journée qui nous attend pour demain. Le ciel sera toujours bien dégagé et le soleil au rendez-vous, mais le vent va légèrement se lever et ça va se ressentir du côté des températures. Les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 12 à 13 degrés seulement. Demain nous fêtons les Nadines et il fera jour de 6h37 à 20h24. Passez tous un bon week-end et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients. C'est bientôt Pâques, le moment rêvé pour goûter les délices de chez Jacques Bocquel à Styrin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison, décorés à la main et 100% naturels, à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands.
Pour les petits ou les plus grands, Jacques Bockel, 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Wendel. Pour gagner en autonomie, pour prévenir d'un risque de chute ou simplement pour un meilleur confort au quotidien, AVS Médical a la solution. Grâce à leurs 3 fonctions électriques et une large gamme d'accessoires, nos lits médicalisés répondent à toutes vos exigences. Disponibles dans vos magasins, sur rendez-vous et sur devis. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Nouveau chez le Roi des Vins, la cloche. Découvrez une très large gamme de fromages et de charcuterie tout en profitant des conseils de nos vendeurs spécialisés. Composez votre plateau découverte sur mesure qui saura ravir vos papilles et celles de vos invités. Des produits haut de gamme et irrésistibles, le Roi des Vins à Stirin-Wendel, le temple des gourmands et des gourmets. Jouer à saut de frontière et mettre en avant les initiatives franco-allemandes, c'est le principe de notre émission mensuelle Grenzenlos. Elle est réalisée en partenariat avec TV8 et OKTV. Je vous laisse en compagnie de Christelle Jambon qui va vous guider au-delà de la frontière. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et joyeuse Pâques. Hallo und herzlich willkommen. Bonjour à toutes et à tous. Si vous êtes de la région, vous reconnaissez peut-être le pont sur lequel je marche, le pont de l'Amitié. Derrière moi, l'Allemagne, en face, la France. Je vous propose de rejoindre aujourd'hui notre invité qui a un restaurant côté français, mais à la frontière. Lucas Muller est notre interlocuteur. Il nous montre les nouveautés apportées à son restaurant après plusieurs mois de travaux. Radio Mélodie diffuse de la musique, mais favorise aussi les échanges entre Français et Allemands, et cela depuis de nombreuses années. Nous partirons découvrir le parc animalier de Saarbrück, et pour finir, nous parlerons des corridors écologiques, ces longs couloirs dans les airs qui facilitent, entre autres, le déplacement des espèces animales. Notre invité ce mois-ci est Lucas Muller. Ce jeune entrepreneur de 28 ans est à la tête du restaurant Côté Canal qu'il a ouvert en 2018. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci de nous accueillir à Großblittersdorf dans votre restaurant à la frontière. Alors quel est le concept de Côté Canal ? Eh bien en fait c'est un établissement ouvert à tous qui se trouve comme vous l'avez dit à la frontière franco-allemande. Donc nous on se définit comme un lieu de rencontre qui permet à tout le monde de venir manger un petit morceau, un café, du salé, boire un verre de vin, voilà. Alors vos clients c'est qui ? Alors nos clients c'est à la fois les Français mais aussi les Allemands. Je dirais qu'on est sur du 50-50, bien que de plus en plus on a aussi une clientèle anglaise. D'ailleurs on a un des membres de l'équipe qui est anglais, donc voilà, ça permet d'avoir un trio de nationalités. Vous notez, Lucas, des différences de comportement entre les Français et les Allemands. Est-ce que par exemple il y a un plat qui va beaucoup plaire à un Français plus qu'à un Allemand ? Effectivement, là, vous parlez des plats. Là, c'est plutôt une boisson qui me vient. On a ce qu'on appelle communément le Apfelschorle en Allemagne, donc il y a un mélange de jus de pomme avec de l'eau pétillante, qui est une boisson qu'on a mise à la carte assez récemment parce qu'on s'est dit en fait c'est une boisson typiquement allemande et que les clients allemands nous commandaient souvent. Et en fait, un an après, on se rend compte que la plupart des gens qui commandent le Apfelschorle, c'est les Français qui le commandent avec l'accent que je viens de faire. Donc vraiment, le Apfelschorle, c'est devenu la boisson presque du français, quoi, hein. Et puis après, les Allemands, à l'inverse, le bon vin français, c'est des choses qu'ils apprécient particulièrement chez nous. Et donc, en fait, les Allemands vont vous commander un Bourgogne. Donc, ils vont faire l'effort de le prononcer en français. Parfois, c'est pas clair. Ça nous est arrivé aussi une fois un Allemand qui a commandé un sirop à la menthe, il nous a dit un Mente, donc on a eu du mal à se comprendre au début, mais en fait on a réussi à avoir le bon produit à la fin. D'accord. Vous avez reçu le Marketing Award SAR en 2021.
dans la catégorie meilleure idée d'avenir. Alors, quelles sont vos idées d'avenir ? Alors, il y en a plusieurs. La première, et je dirais la plus imminente, c'est qu'on s'est associé avec le caviste du village. Donc, c'est un caviste qui est implanté depuis plus de 20 ans là sur le village, qui est à l'âge de la retraite et qui en fait voulait faire perdurer toute la recherche et tout le travail qu'il a effectué depuis 20 ans. Et donc en fait il va s'installer à l'avant dans le même bâtiment. Donc on aura en fait le local caviste qui sera relié au restaurant. Voilà, donc ça c'est une des idées imminentes. Et puis après on a aussi loué un lopin de terre là qui se trouve juste au bord de la Sarre. Et on a pour projet d'y implanter à terme des cabanes dans les arbres, ce serait le rêve. Et puis sinon, on a aussi pour projet d'y mettre un jardin d'arômes avec de la menthe et voilà, des produits qui pourront du coup être dégustés en fait chez nous. D'accord. Et comment est-ce que vous recrutez le personnel ici, qui travaille ici ? Alors, on a certains critères, notamment le côté franco-allemand, parce que je peux vous garantir qu'un client sur 2 qui entre, il va parler soit français, soit allemand. Donc ça, c'est une des clés pour le recrutement qu'on fait ici. Et puis sinon, après, c'est la bonne humeur. Je vous parlais du concept du début. C'est vraiment un lieu convivial, un lieu où les gens se retrouvent. Et donc, voilà, il nous faut des gens pétillants. D'accord. Et est-ce que vous considérez qu'à votre mesure, vous contribuez au rapprochement franco-allemand ? Alors je pense que oui, il me vient justement un exemple quand on est dimanche, qu'il fait beau et que les gens font la queue pour être servis au bar. En fait, on remarque que les gens discutent entre eux pour faire passer le temps, mais bien souvent la personne devant est allemande quand celle de derrière est française. Donc ensuite on essaye de discuter moitié allemand, moitié français. Ça nous arrive de traduire. Donc je pense qu'effectivement on est vraiment le lieu qui va permettre à tout le monde de se retrouver et puis tout le monde se comprend. Voilà. Très bien. Merci pour cette interview, Lucas. Et puis bon courage pour la nouvelle saison. Merci beaucoup. Merci. Après un restaurant qui favorise les échanges entre les Français et les Allemands, évoquons une radio qui œuvre également au rapprochement franco-allemand. Radio Mélodie fête ses 35 ans et Ophélie Blechner a rencontré son directeur. Radio Mélodie est la seule station radio française de la plateforme sarroise. 35 ans cette année pour la radio privée commerciale Radio Mélodie. À ses débuts, elle diffuse le style de musique dit Volksmusik, variété populaire allemande. En début des années 90 est arrivé donc le fameux quota de la variété française, où il a fallu diffuser 40% de chansons françaises, et c'est à partir de ce moment-là que notre style a changé. Au fil des années, la population n'adhère plus autant au style musical initié au départ. On s'en est, je dirais, défait. Enfin, pas tant que ça, puisque le dimanche matin, le dimanche soir, on passe encore de la variété allemande. Et puis surtout aussi, ce qui nous tient à cœur, c'est le platt. Donc je dirais, depuis toujours, Radio Mélodie a les 2 pieds, un pied en France, un pied en Allemagne. Pour la petite histoire, Radio Mélodie est un projet franco-allemand initié par un Français, Pierre Lacroix, et un Allemand, Bernard Leh. Le financement est assuré par les annonceurs allemands qui ont apporté le soutien commercial. 15 salariés, journalistes, animateurs et commerciaux la font vivre. La diffusion a eu lieu sur 3 fréquences, 102.7 pour le bassin de Sarreguemines, 102.9 sur Forbach et depuis le mois de novembre sur le DAB, nouvelle norme des radios depuis le Land de Sarre. Grâce à ce DAB, c'est donc une qualité d'écoute améliorée, une zone de diffusion plus grande qui nous permettra d'être entendus. Alors aujourd'hui, quand je vois mon autoradio, donc je lance le DAB et je vois donc comme des dossiers, je clique sur le dossier, donc là le nôtre est Saarland et je vois donc toutes les radios qui sont diffusées dans cette fréquence, dans ce dossier, un peu comme sur l'ordinateur, vous savez, quand on explore des fichiers, et là, à un moment donné, on trouve Radio Mélodie. Alors, ça dépend des autoradios, hein. Certains, vous avez la liste déjà qui est toute faite, d'autres, il faut fouiller un petit peu, mais en tout cas, voilà. Désormais, la radio atteint les auditeurs au-delà de la frontière via le multiplex sarrois. Elle réaffirme ainsi sa volonté de rayonner de manière transfrontalière. Voilà 35 ans déjà que cette radio œuvre pour des projets transfrontaliers
frontaliers, comme son partenariat avec l'émetteur sarrois Radio Salut. Quand il y a une actualité importante en Sarre, on a un journaliste référent auquel on peut s'adresser, et le contraire est vrai aussi. Imaginons avec les élections où le futur président viendrait se présenter ici et Radio Salut voudrait avoir des infos, nous leur avons déjà fourni des sujets. Donc là, c'est vraiment un bel échange qui existe aujourd'hui, mais aussi du côté commercial, il faut aussi le dire, parce que ça fait partie aussi de notre culture quelque part. C'est-à-dire aujourd'hui, on a de nombreux annonceurs allemands qui communiquent aussi sur notre antenne, avec des spots en français pour inciter la clientèle à aller acheter en Allemagne. Alors voilà, ça fait partie aussi, je dirais, de ce rapport et de ce lien très fort que nous avons entre la France et l'Allemagne. Radio Mélodie souhaite encore étendre davantage sa zone de diffusion, d'abord en modulation de fréquence, mais également en DAB. La radio subit la même mutation que la télévision. Autrefois diffusée en analogique, elle a basculé vers le numérique. Demain, sur la plateforme DAB+ de Sarre, la radio française enrichira la variété des programmes et donnera aux auditeurs francophiles sarrois ou même aux Français vivant en Sarre la possibilité de profiter d'une radio française. Que diriez-vous maintenant de prendre un bon bol d'air et d'approcher des bisons ? Sur 17 hectares, le parc animalier de Sarrebruck abrite une centaine d'animaux et propose des ateliers pédagogiques pour les enfants. Yann Scherer y est allé. Dès 1929, le conseil municipal de Sarrebruck a chargé l'office forestier de créer un parc animalier dans la forêt communale de Sankt-Johann. Dissous au début de la guerre, il a été reconstruit en 1956 et depuis n'a cessé de croître. Depuis 2009, 3 parcours circulaires à thème permettent de découvrir la vingtaine d'espèces du parc. L'offre pédagogique du parc, dirigée par Myriam Hill et son équipe, est également très particulière. Wir fangen an mit der Waldkrabbelgruppe für die ganz kleinen Kinder, so quasi ab dann, wenn die Kinder Natur erfahren können, also schon im ganz kleinen Kindesalter bis zum 3. Lebensjahr. Und dann haben wir Kindergeburtstage, richtet sich auch ab dem 3. Geburtstag bis 14. Und dann haben wir Veranstaltungen für Schulklassen und Kindergärten. Da führen wir die Schulklassen und Kindergärten durch den Park, erzählen über die heimischen Tiere, über die biologischen Zusammenhänge der Tiere und ja, bunte, runde Programme. Sur environ 17 hectares, il y a beaucoup à découvrir pour petits et grands toute l'année. Même des randonnées nocturnes sont possibles. La plupart des animaux sont nés et élevés ici. Le parc participe également à des programmes d'échange pour apporter du sang neuf dans l'élevage. Wir haben hier sehr viele heimische Tierarten, angefangen von hier im Hintergrund, wie man sehen kann, die Wisente. Wisente sind sehr interessante Tiere, die wurden mal so gut wie ausgerottet. Es gab nur noch ganz wenige Exemplare weltweit und mit großem Schutz und Maßnahmen hat man es geschafft, dass diese Tiere von der roten Liste verschwunden sind. Wissen die wenigsten Leute, die sich hier im Wildpark aufhalten, aber es ist sehr interessant, sich mit den Tieren zu beschäftigen, beziehungsweise mit den Hintergründen und der Geschichte der Wisente. Dann haben wir Luchse, Wildschweine, Muffelwild, Dammwild, Rotwild, Wildkatzen. Ja, und dann haben wir noch, um das Ganze ein bisschen aufzulockern, noch ein paar heimische Haustierrassen wie Schafe, Ziegen, Esel, Ponys, Meerschweinchen, Kaninchen und Federzeug wie Tauben haben wir, Hühner, Enten haben wir auch. Un point culminant pour les enfants comme la fille de Myriam Hill, Teresa, est toujours une visite à Bobby le bouc qui vous invite au câlin et avec sa patience endure presque tout. Les ânes sont également habitués aux visiteurs et attendent avec impatience d'être caressés. La visite du parc animalier est gratuite pour tous.
Der Wildpark, der ist von der Stadt. Die Stadt möchte, dass alle Leute, egal welches finanzielle Einkommen sie haben, den Wildpark nutzen können, was auch sehr, sehr schön ist. Und der Wildpark wird auch sehr, sehr gut angenommen. Und ja, der ist schon immer kostenfrei, soll auch so bleiben. Und ja, das Tierfutter kostet Geld, das heißt, das sind 2 €, die man dann an die, quasi das ist eine Art Futterspende. Und ja, und die Veranstaltungen, die über uns laufen, die sind kostenpflichtig hier. De nouveaux résidents continuent d'arriver. Les marcassins, par exemple, sont nés fin février. Le parc animalier de Sarrebruck est ouvert aux promenades 365 jours par an. Oh les marcassins, je craque. On enchaîne avec les corridors écologiques. Ils offrent aux espèces animales de meilleures conditions pour se déplacer. Depuis 2016, le Pfälzerwald et le parc des Vosges du Nord mènent un programme transfrontalier de rétablissement de ces corridors. Un reportage de Catherine Henrich. Les cours d'eau sont ponctués par de nombreux ouvrages et seuils qui sont à la fois des obstacles pour l'écoulement de l'eau et le déplacement des espèces aquatiques. Restaurer la continuité écologique des cours d'eau était l'un des volets du programme Life Biocorridor qui s'achève au mois de juin 2022. Un programme transfrontalier entre le Pfälzerwald et le parc naturel régional des Vosges du Nord. Sur cette notion de corridor écologique, donc les corridors écologiques, c'est ce qui permet en fait aux espèces de se déplacer, donc il y a un brassage génétique et qu'il y a une fonctionnalité des milieux naturels. Les milieux naturels, c'est pas que des espèces les unes à côté des autres, c'est toutes les interactions qu'il y a entre elles et le milieu physique et l'environnement. Et donc il y a une première étude en 2012 qui a permis d'identifier un peu les corridors ou les problématiques qu'il y avait de corridors écologiques, de continuité écologique dans les milieux forestiers, dans les milieux agricoles et en cours d'eau. Et fort de cette étude, en fait, le parc des Vosges du Nord et la Biosphère Réservate ont co-construit un programme LIFE, le programme LIFE Biocorridor, qui est déposé en 2014 et validé par l'Union européenne en 2016. Et donc chaque État membre a développé ses opérations. Côté français, on a une grosse part des opérations qui sont des opérations de restauration de continuité écologique en cours d'eau. Pour le volet cours d'eau, 3 chantiers ont été menés en Allemagne, 7 en France, dont 6 sur la Sauer et ses affluents. Ici, c'est un effacement de barrage qui a restauré le lit naturel de la rivière et permis la création d'une nouvelle prairie autrefois occupée par des infrastructures de pisciculture. Une aubaine pour la sauvegarde d'un papillon qui fait l'objet d'un autre programme transfrontalier. Et en fait, ce programme, en effet, LIFE nous permet de restaurer une prairie de 2 hectares qui, on l'espère, servira pour ce papillon comme de zone relais entre les populations qui sont présentes à Wörth et les populations qui sont à Lembar et qui sont extrêmement relictuelles. On est vraiment sur de la préservation conservatoire. C'est un peu la dernière chance, donc il faut tout tenter. Cet espace est tout juste terminé. 38 000 mètres cubes de terre ont été déplacés pour effacer digues et étangs. Des mares se sont formées naturellement et les crapauds sont déjà descendus y pondre. Sur les cours d'eau, il y a déjà on voit déjà des choses sur la morphologie des cours d'eau, c'est-à-dire qu'on fait des suivis morphologiques, on regarde un petit peu le type d'habitat aquatique, leur largeur, est-ce qu'ils ont une dynamique naturelle. Donc là-dessus, on voit déjà que ça bouge et que ça va dans le bon sens. Ce programme de restauration de corridors écologiques a pour mission de permettre le maintien à long terme de nombreuses espèces animales. Il faut maintenant laisser la nature cicatriser et reprendre son cycle dans un milieu naturel retrouvé. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le mois prochain en mai et on espère que le temps sera plus clément. Tchuss, bis bald!